Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV pour ce 66e numéro de notre grande émission Découverte Jardin. Je suis entouré de narcisses, le printemps pointe son nez, mais nous allons vous offrir vraiment un très beau programme. Il y aura des érables du Japon, nous irons à Chaumont-sur-Loire pour voir le festival de jardin, ce domaine absolument magnifique. Nous aurons bien sûr notre expert de bonsaï qui va vous montrer des choses extrêmement intéressantes. Et puis nous irons dans une jardinerie exemplaire pour vous donner vraiment envie de fleurir votre jardin. Côté floraison, eh bien, nous penserons aux clématites en les plantant dans un sol lourd avec un professionnel qui vous donnera tous ses bons conseils. Sans oublier évidemment notre jardinier gourmand Michael Vincent qui va vous donner tous les bons conseils pour réussir de délicieuses laitues. Nous allons nous installer confortablement et passer ensemble une heure délicieuse de jardinage et de plaisir végétal. On se retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Alors maintenant, place au reportage. Même si elle est un brin nostalgique, l'automne est une saison formidable par l'explosion des couleurs des arbres et des arbustes. Et parmi ceux-ci, les érables du Japon sont certainement les vedettes absolues que l'on peut avoir dans son jardin, quelle que soit sa taille. Et même si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez les accueillir sur votre balcon. Alors je vous propose d'aller rencontrer un des grands spécialistes de cette plante. Il s'appelle Gérard, il est du côté d'Orléans, dans la pépinière du Val de Jargeau, et ça sera tout de suite dans notre rubrique Plante Vedette. Gérard, bonjour. Bonjour Patrick, bienvenue. Merci de nous accueillir ici. Nous sommes à la pépinière du Val de Jargeau, c'est quelques kilomètres d'Orléans. On va parler érable du Japon, mais avant Gérard, quelques mots quand même sur cette pépinière bien spéciale. La pépinière a été créée en 1991 et était spécialisée plus particulièrement dans les plantes de terre de bruyère, et très vite se sont joints à ces plantes de terre de bruyère les érables du Japon pour atteindre en 2012 90 à 100 variétés, et depuis 2012, date à laquelle j'ai repris la pépinière, nous sommes aujourd'hui à 250 variétés cultivés pour partie en pleine terre en Bretagne et pour partie en pot quand ils sont petits. J'étais fleuriste à Paris pendant 27 ans. J'ai commencé à acheter des érables du Japon et en 2011, je suis venu acheter un érable du Japon dans la pépinière. On a discuté avec la personne qui tenait la pépinière à l'époque et il me dit cette pépinière va être en vente. Donc en 2011, j'ai mis la boutique en vente et 1er septembre, je devenais le propriétaire de la pépinière, 2012. Les érables du Japon sont des plantes qui poussent relativement lentement, donc évidemment qui nécessitent quelques années de culture en pleine terre, par exemple, avant d'être mise en pot. La greffe est obligatoire chez l'érable du Japon pour conserver la variété. Je ne fais pas ce travail de sélection. C'est un travail de longue haleine et il faudrait d'autres installations pour pouvoir les observer. Moi, je n'ai pas suffisamment de surface pour faire ça. C'est d'ailleurs la même chose pour les greffes. Je prélève les greffons. Nous les avons d'ailleurs prélevés il y a une quinzaine de jours et je les donne à greffer à quelqu'un qui a les installations, dans le Loiret d'ailleurs, tout près. Et ensuite, donc, tu vas élever ces plantes. Et par exemple, derrière nous, on a des beaux sujets. Ils ont quel âge? Entre 10, 12, 15 ans. Si l'on compte environ 150 espèces dans le genre Acer, qui est le genre botanique de l'érable Acer, ça veut dire pointu, on a acéré là-dedans, eh bien, on a surtout 3 espèces principales que l'on appelle les érables du Japon. À côté de nous, l'Acer palmatum. C'est une plante qui a été nommée en 1783 par le Suédois Carl Peter Thunberg. Acer palmatum parce qu'il est palmé. Palmé.
évidemment. Et ici, on a une variété qui s'appelle Osakazuki, qui est l'archétype d'une feuille palmée. À l'origine, il est comme ça, bien que dans les forêts chinoises, japonaises ou coréennes d'où il est issu, la feuille est un peu plus petite. Les palmatums, c'est la majorité des érables du Japon qui se distinguent entre les palmatums tout court et les palmatums dissectum avec le feuillage très découpé comme ici. Tu les reconnais à la forme particulière de la feuille? À la forme de la feuille, à la couleur de la feuille. Ici, nous avons un viridis qui est le plus commun des dissectums verts. Ce qui est intéressant aussi chez ces arbres, c'est la silhouette, parce qu'on voit bien que l'on a des formes totalement différentes entre quelque chose de très érigé. Tu as aussi des variétés greffées pour être pleureurs. Et puis on a aussi ces formes étalées, là, qui peuvent rester en pot d'ailleurs. Absolument. Tous les arbres du Japon, puisqu'ils ont un petit système racinaire, peuvent rester en pot. On leur donne à boire, on leur donne à manger, on les rempote en fonction de l'âge qu'ils ont. Ça va de soi. On a l'impression, à voir ces feuilles extrêmement tendres, qu'elles seraient fragiles, mais toi tu les cultivais en ville parce que c'est très résistant à la pollution. Absolument. Il y a une chose qui est très mauvaise pour les érables du Japon, c'est vraiment les embruns. Ce n'est pas une plante de bord de mer. Alors il y a un mythe aussi qui fait dire que l'érable du Japon, c'est vraiment un arbre de l'ombre. À l'origine, ça pousse en sous-bois, un peu comme les bruyères chez nous. Des variétés ont été créées pour justement supporter le soleil, tel que Sakazuki, qui est une plante qui tient merveilleusement bien au soleil, par exemple. En revanche, on a quand même certains érables du Japon qui, lorsqu'ils sont au contact du soleil, ont des feuilles qui vont se crisper, qui vont griller. Lorsqu'elles vont se crisper ou griller, c'est très souvent qu'il y a un manque d'eau. À part quelques variétés qui sont considérées comme d'ombre totale, Orange Dream, qui est à mon avis la variété la pire, et puis chez les Shirazawanum, l'Aureum, qui lui a un feuillage presque jaune, qui vraiment brûle très fortement. Les panachés, ce sont des plantes de mi-ombre, voire d'ombre pour Ukigumo. Nous venons de vous montrer Acer palmatum et regardez la différence avec Acer japonicum. On n'a vraiment pas du tout les mêmes archétypes de feuilles. Acer japonicum, c'est une plante qui a été elle aussi nommée par Carl Peter Thunberg, mais un an plus tard qu'Acer palmatum, on était en 1784. Ce sont des arbres du Japon. Mêmes origines que les palmatums. Évidemment, vous voyez tout de suite que les feuilles n'ont rien à voir. Elles n'ont pas du tout la même architecture. Les bourgeons ne sont pas les mêmes, la taille n'est pas la même, c'est un peu plus grand généralement. Ça peut monter à 7, 8, 9 mètres. Les entrenœuds sont énormes. Quand ça pousse beaucoup. Ici, on a l'illustration. Vous voyez, ça c'est la pousse de l'année. C'est pratiquement 60-70 cm. On en cultive une petite dizaine, Aconitifolium, Vitifolium qui sont les deux plus connus. Et puis ici, deux qui leur ressemblent un peu. Ici, on a un Aconitifolium avec des grandes feuilles qui s'appelle Atari. Et ici, on a un Vitifolium avec une feuille un petit peu plus grande également qui s'appelle Megetsu. Tu as aussi une miniature que tu as mis devant. C'est un arbre très peu connu, avec des feuilles très découpées. On pourrait penser à des Acer palmatum dissectum. Il n'en est rien. Ce sont vraiment les japonicums. On les reconnaît d'ailleurs très bien au bourgeon. Il va monter à 2-3 mètres maximum et il va s'étaler. Il va avoir un port presque retombant de dissectum qui s'appelle Fairy Lights, qui est vraiment très lumineux. C'est un vert acide au printemps. Il y a une autre variété aussi qui ressemble un peu à Fairy Lights avec un développement un petit peu plus grand qui s'appelle Green Cascade. Et peut-être des couleurs un petit peu moins prononcées, quoique. Ça se cultive de la même manière que palmatum, dans un sol relativement frais, plutôt drainant, mais pas desséchant surtout. D'année en année, ou d'une année sur l'autre plutôt, la couleur n'est pas toujours la même. Alors est-ce qu'il y a un secret pour avoir vraiment la meilleure couleur possible? Quand vous avez un arbre qui en plein été est très rouge, mais rouge écarlate, c'est qu'il y a un problème très souvent d'arrosage. On a les plantes qui ne sont pas suffisamment exposées au soleil pour les pourpres, eh bien, les pigments ne se manifestent pas de la même manière, ils ne sont pas aussi forts. La dépigmentation vient du fait que la plante se débarrasse de sa chlorophylle en fin de saison, de manière à avoir un maximum de réserve. Et la chlorophylle qui masque les autres couleurs, parce qu'elles n'apparaissent pas d'une façon spontanée, miraculeuse, elles sont déjà là, simplement on ne les voit pas lorsque la chlorophylle est là, bien, en automne, on peut en profiter. D'ailleurs, on peut le remarquer sur ces feuilles qui commencent à prendre ici une couleur un peu pourpre sur ce vert. Et c'est vraiment la dépigmentation. Les palmatums ont une tendance à avoir une couleur unie. Ils sont orange ou jaune ou rouge. Chez les japonicums, vous avez du rose, vous avez du rouge. Là, la nervure est complètement colorée en rouge. Attention à une acidité excessive chez la serre. Ça réduit la croissance. Absolument. Je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule avec la culture en pot. C'est-à-dire que je préconise un quart de terre végétale, alors qu'on achète en sac, qui est propre, qui est net, et on va l'incorporer à ce terreau plantation. Donc on va faire un tiers, 2 tiers, ou un quart, 3 quarts.
Et en tout cas, ça va donner un petit peu de corps à tout ça et un dessèchement bien moindre en été, forcément. Les érables que nous avons devant nous ont longtemps été inclus dans les Acer japonicum. Et en 1911, un botaniste japonais, Koizumi, a créé l'espèce Acer shirazawanum pour tout simplement honorer un de ses amis qui s'appelait Monsieur Shirazawa. Alors pourquoi est-ce qu'on a distingué deux espèces? C'est parce qu'on le voit bien ici, hein, quand même, sur le feuillage. Ici, on a Shirazawanum. Voilà, et à gauche, Japonicum. Et elles sont plus petites systématiquement. Elles sont plus petites systématiquement. Il y a une variété qui se distingue parmi toutes les autres, c'est Aureum, qui vraiment a la feuille caractéristique d'un Shirazawanum. Parce que d'autres variétés, telles que Yasmine, telles que Green Elf, sont moins marquées. D'ailleurs, Green Elf, souvent mis dans les palmatums. Ça, c'est Autumn Moon. Bon, on voit bien que ça reste dans les Shirazawanum, c'est très net. Et ici, on peut voir des feuilles de Shirazawanum toutes fraîches, comme si on était au printemps. Ici, nous avons Jordan avec son pétiole rouge. C'est très très joli. Sous d'autres arbres ou au mélange d'autres arbres, on a des scènes quand même incroyables parce qu'on a ces couleurs très pistache, acides. Les couleurs d'automne ne vont pas forcément au bout. C'est-à-dire qu'Aureum, vous avez 3 années sur 5 où il n'y a pas de couleur d'automne. Enfin, la feuille devient couleur feuille de chêne, marron. Nous, au jardin, on a tendance, l'été, quand il fait chaud, à les doucher le soir. Alors, les doucher le soir, évidemment, quand il n'y a plus de soleil dessus, c'est excellent parce que ça apporte quand même une humidité ambiante. Un Shirazawanum, Aureum, va atteindre une taille de 7-8 mètres. Jordan a un port très érigé, mais sera plus petit, dans les 4-5 mètres. Et Autumn Moon, lui, il a un port beaucoup plus souple et beaucoup plus étalé. Et il fera 2,53 m maximum adulte. En août-septembre, on a une croissance outrancière comme ça. Il émet des longues tiges, ça veut dire que la plante va bien, mais évidemment, vous remarquez bien qu'avec 4 tiges comme ça, c'est pas très élégant. Donc, on va les raccourcir. C'est la bonne saison. Vous voyez bien ici qu'il avait poussé jusque-là. Au printemps. Je vais simplement supprimer la pousse du mois de juillet. Et là, les bourgeons vont redémarrer ici. On coupe en biseau de manière à ce que l'eau ne stagne pas. Oui. Et donc, cette partie que j'ai laissée au-dessus de 2 bourgeons, qu'un chicot. Ça fait un chicot qui va noircir et qui va tomber de lui-même. Ici, vous allez avoir des bourgeons, ceux-là vont se développer ici. Ça va rester un peu uniforme. Donc on va se retrouver avec une douzaine de branches majeures. On vient de voir la taille, mais sachez que nos amis qui aiment les bonsaïs adorent aussi travailler sur les érables du Japon. La ramure est d'une beauté absolue en hiver. C'est une dentelle extraordinaire. Et sur de jeunes arbres comme ça, on va leur surprimer des petites branches mortes à l'intérieur, les petites branches qui se croisent, de manière à favoriser le développement des ce qu'on appelle les charpentières. Si vous aimez les érables du Japon, il y a un site internet qui s'inscrit maintenant sur lequel il y a toutes les descriptions des variétés d'ici et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Bienvenue en Afrique du Sud, nous sommes dans un jardin qui a été créé par le célèbre paysagiste sud-africain Léon Kluge et qui représente vraiment de façon remarquable le paysage que l'on peut voir dans le pays zoulou. Mais en réalité, nous sommes en France, nous sommes à Chaumont-sur-Loire, au Festival international des jardins, un endroit où chaque année des paysagistes venus du monde entier créent des œuvres tout à fait remarquables. Alors je vous propose de nous y rendre tout de suite dans notre rubrique Jardin à visiter. Bonjour Chantal. Bonjour Patrick. Merci de recevoir News Jardin TV ici à Chaumont-sur-Loire, dont vous êtes la directrice du domaine. On est un peu dans les châteaux de la Loire quand même. Absolument, c'est un très beau château qui a été construit en l'an 1000, qui a été plus tard à la Renaissance propriété de Catherine de Médicis, de Diane de Poitiers, et qui a toujours eu sa tête des personnages extraordinaires, souvent féminins. On voit qu'il y a un château, il y a un paysage, et puis, bien sûr, il y a des jardins. Oui, Chaumont, c'est le royaume du végétal. C'est, on le sait, le siège du Festival international des jardins qui a été créé en 1992. Et puis, c'est aussi un grand parc, celui dans lequel nous sommes, qui a été créé par Henri Duchesne, le grand paysagiste de la fin du 19e et du début du 20e, un beau parc à l'anglaise. Et nous faisons en sorte que ces jardins historiques, plus les jardins des Prés du Goualou, nous avons 10 hectares de plus depuis 1992 qui accueillent des jardins liés aux grandes civilisations du jardin, s'allient, se marient, mais on est dans toutes les temporalités du jardin. Les jardins de 6 mois du Festival international des jardins, ce jardin éternel entre guillemets qui est celui du parc historique, et puis les jardins liés aux grandes civilisations du jardin qui vont durer 15 ans, 20 ans ou même plus.
On aura l'occasion de faire un autre reportage spécifique sur le Festival des Jardins, mais il y a ces jardins qui sont permanents, et puis vous êtes une passionnée de fleurs, parce que alors là, il y en a partout, il faut bien le dire. Les jardins permanents sont extrêmement importants. Ils sont très fleuris, comme vous le voyez, parce qu'il est essentiel que le visiteur qui perçoit énormément de choses avec les œuvres d'art, avec les jardins, avec l'architecture, ait des espaces de poésie qui reposent son regard. Et on travaille sur ces couleurs qui sont des couleurs douces, qui vont du blanc au bleu en passant par le rose et le mauve. Et c'est en fait le code couleur général de tous les jardins interstitiels du domaine. Nous avons ici des massifs d'été, nous sommes au mois de juillet, mais si on vient au printemps, il y a d'autres plantations. Le printemps est blanc à Chaumont-sur-Loire avec des milliers de bulbes blancs. On a 160 000 bulbes blancs à la fois dans ces jardins et puis sous les arbres, des narcisses blancs. On a même une petite pointe de bleu avec des camassia bleus qui sont dans certains bosquets. C'est important d'avoir des saisons qui ne se ressemblent pas. Chaumont, ça se visite toute l'année. Sauf le lendemain de Noël et le 1er janvier. Nous voilà maintenant dans un environnement artistique, mais là qui exprime beaucoup plus la ville. Et même si on est à Chaumont, on va dire dans les Pays de Loire, dans un endroit calme, serein, avec des paysages magnifiques, la ville est importante aujourd'hui dans le jardin. Oui, absolument, et c'est ce qu'a bien compris Bernard Lassus, le créateur de ce jardin extraordinaire. Bernard Lassus est un jeune homme de 90 ans qui est à la fois artiste, théoricien du paysage et paysagiste. Je voudrais dire qu'il est le seul Français à avoir eu le prix Jellicoe, l'équivalent du Nobel dans le domaine du paysage. Et lui, depuis toujours, a anticipé le réchauffement climatique. Et il se dit que dans la ville, on peut aussi avoir le paysage, la nature, sous une forme différente. Une forme qui ne demande pas beaucoup d'entretien, puisque ces dentelles métalliques qui sont derrière nous sont peut-être une réponse qui n'est pas forcément celle à laquelle tout le monde va adhérer, mais de la présence de l'art et du paysage dans les villes. On veut aujourd'hui avoir une ville verte, mais on se rend compte qu'il est possible de la projeter, de l'imaginer, mais quand même, il y a une association avec le vrai végétal. C'est indispensable. Absolument. C'est un homme qui a beaucoup travaillé sur le végétal et qui s'intéresse évidemment au paysage naturel. Il a aussi une réflexion incroyable sur la couleur. C'était bien pour nous d'avoir à Chaumont-sur-Loire une œuvre qui est encore une fois entre le paysage, le jardin et l'art, parce que nous sommes un lieu qui abolit les frontières entre les arts. Mais c'est aussi un lieu où on trouve des inspirations pour son propre jardin, parce que si on prend l'œuvre de Bernard Lassus derrière nous, on peut en prendre qu'un tout petit bout. Rien ne nous empêche de mettre par exemple simplement un arbre sur une terrasse, un balcon, pour recréer un décor, et ça je trouve ça intéressant. Absolument. J'aime assez cette habitude que l'on a en venant à Chaumont-sur-Loire, qu'on peut venir y piquer des idées. À Chaumont, on a de l'inspiration sur le végétal, sur les matériaux, sur tous les éléments qu'on va voir et qui sont associés souvent différemment. Et c'est ça qui fait, je crois, la force de cet événement qui aura bientôt 30 ans, c'est de toujours stimuler notre imaginaire. Alors vous allez voir que sur Chaumont-sur-Loire, on peut piquer des idées, mais on peut aussi voyager. Chantal, nous avons vu des éléments construits, des éléments vraiment artistiques, mais quand même le monde végétal est omniprésent à Chaumont. Et oui, c'est le paradis du végétal, on célèbre le végétal et on a une très grande diversité de plantes. C'est très important. Et dans chaque jardin des parcelles du festival, il peut y avoir 200 espèces. Dans ces jardins permanents, le jardin chinois dans lequel on se trouve, il y a aussi beaucoup de végétaux d'origine chinoise d'ailleurs. Et pour nous, c'est un régal. On a tout un ensemble de jardins chinois. Combien? On a 4 jardins chinois, dont un musée du jardin de Pékin, un jardin qui a été créé par le grand spécialiste des jardins chinois qui est Chebin Chu, un jardin qui a été fait par Wang Shu, qui l'année où il a fait son jardin a eu le Pritzker d'architecture, et puis un autre jardin qui est le jardin de Yu, qui est derrière nous, avec des bambous rouges. Et puis on a un jardin japonais extraordinaire, avec 2 grands créateurs, un jardin coréen, un jardin anglais avec des roses, des mixed borders, enfin on est vraiment transporté de l'autre côté de la Manche. Et puis on a également un jardin africain qui vient d'arriver cette année, créé par Léon Kluge et qui nous transporte vraiment au cœur de l'Afrique. Alors on se transportera tout à l'heure du côté de l'Afrique pour terminer ce reportage, mais en attendant Chantal,
On va revoir un tout petit peu tout le côté vraiment végétal et surtout parler de ces fameuses botaniques du mois de septembre. Nous avons des relations privilégiées avec des pépiniéristes qui sont producteurs de collections végétales spécialisées. Et donc les présenter dans une allée merveilleuse, c'était pour moi une manière d'affirmer notre vocation végétale et botanique. C'est une fête des plantes qui a été créée en 2019 et qui se renouvelle chaque année au mois de septembre. Et on invite bien entendu tout le monde à venir. Absolument, nous sommes ravis de vous accueillir parce que c'est un merveilleux moment. Nous voilà donc dans le jardin africain et je trouve qu'il est vraiment très réussi. Alors Chantal, comment tout d'un coup on dit à Chaumont je fais un jardin africain? On rencontre un paysagiste sud-africain, Léon Kluge, que je connais depuis longtemps, qui avait déjà réalisé un jardin, mais cette fois un jardin éphémère. Et on se dit que dans notre collection de jardins liés aux grandes civilisations du jardin, ce serait bien de plonger pour un temps très long, puisque ce sera un jardin permanent, les visiteurs dans l'ambiance de ces pays africains que nous connaissons très bien, vous et moi, et qui sont très particuliers avec ce côté très naturel et très sauvage à la fois. Alors on a des plantes sud-africaines, on a des crocosmias, on a des tulbagia. Moi je me suis complètement plongé. J'étais dans le pays zoulou et vraiment ça c'est remarquable. On a vu un petit peu toute cette partie qui est permanente. Et on peut découvrir les merveilles de Chaumont, dedans, dehors, toute l'année. Nous avons des plantations d'hiver aussi, on a des chardons, on a des pensées. Donc le décor est toujours accordé à la saison et on est toujours bien. Et vous avez le site internet qui s'affiche maintenant dans lequel vous pourrez découvrir tout le programme de Chaumont. Et Chaumont, vraiment, c'est tout un programme. Regardez cette jolie clématite qui a été récemment plantée. Elle est installée dans un pot? Eh bien non, elle est plantée directement en pleine terre. Du moins, c'est une technique bien particulière que je vous propose de voir tout de suite avec un des meilleurs spécialistes en France de la clématite. Il s'appelle Arnaud Travers et ça sera tout de suite dans notre rubrique Conseil jardinier. Nous sommes à Main-sur-Loire, au jardin arboretum d'Ilex. Et dans une précédente vidéo, avec Arnaud, nous vous avions parlé des clématites, montré en détail cette plante extraordinaire. Alors je vous propose aujourd'hui tout simplement de passer sur le terrain à la plantation et vous allez voir, notre ami Arnaud a une technique bien particulière et surtout extrêmement efficace. Arnaud, merci d'être là. Donc je rappelle, 5e génération de la pépinière Travers, spécialiste des clématites. On a tout un assortiment devant nous. À quoi va nous servir tout ça? On va planter une clématite en terrain difficile, très humide. Ici, on est proche d'une rivière et la clématite à grandes fleurs n'aime pas particulièrement l'humidité constante et trop forte. Et donc, on va mettre en place une petite astuce pour que la plante puisse avoir ses racines qui respirent, sinon, elle meurt. Effectivement, c'est le collet, la tige à la base de la plante qui est fin. Et s'il y a trop d'humidité constante, eh bien ça va noyer la plante tout simplement. Et puis il y a une maladie cryptogamique qui se met qu'on appelle le dépérissement. C'est la tige où il y a des champignons avec beaucoup d'humidité qui bloquent le passage de la sève. Et une fois que la sève est consommée, il n'y en a plus qui arrive et la plante sèche immédiatement. C'est fait par l'excès d'eau au pied. On a une belle clématite Jackmanii purpurea. Qu'est-ce qu'il y a dans ce seau? Eh bien dans ce seau, c'est de la corne broyée. C'est naturel et c'est un peu le garde-manger pour la plante. Je complète également avec des bouchons de fumier de poule pour ramener de la matière organique. Là, tu as fait un trou pour planter la clématite, c'est ça que tu fais? Bah, qu'on plante. Ah oui, mais là, on va pas faire comme ça parce que justement, comme le sol est bien humide, on va faire un petit peu différent. On va pas planter la clématite directement dans le sol. On va juste travailler un tout petit peu le sol pour qu'il soit un peu plus souple. D'accord. Un béquillage, comme on dit, donc en surface, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Il suffit d'ameublir sur 5-6 cm. Voilà, pour avoir la largeur du pot. La ruse, c'est qu'en réalité, on va planter la clématite dans le pot. Oui. Mais pour que les racines aillent dans la terre, on va simplement casser le fond du pot. Oui. Comme ça, le collet, le bas des tiges sera surélevé par rapport au sol. Et en hiver, quand ce sol sera très mouillé, eh bien, les tiges seront en hauteur et donc elles seront protégées de l'excès d'humidité. Donc des petits coups. Voilà. Donc là, tu élargis complètement le trou. Il ne faut pas qu'il y ait de fond.
On a un pot qui est parfaitement creux et du coup, les racines vont pouvoir continuer à aller dans le sol. Et c'est la seule solution pour qu'une clématite à grandes fleurs puisse pousser dans un sol qui est trop sec l'été et trop mouillé l'hiver. Donc maintenant on met en place le pot qui est troué. On l'enterre juste un tout petit peu dans le sol. Apport de matière organique obligatoire quel que soit votre type de sol, comme ça vous êtes tranquille. Exactement. J'apporte du terreau qui est assez frais et je vais incorporer le fumier de poule. On lui donne un bon starter qu'elle démarre bien, que du coup les racines puissent aller rapidement dans le sol et se débrouiller par elles-mêmes. C'est ça le but du jeu. Je verse un petit peu d'eau, voilà, comme ça. J'attends que ça descende un peu dans le pot, mais je ne la trempe pas dans un seau pendant 10 minutes. Le pot, comme elle a déjà son échelle, on va la positionner comme il faut. Il faut comprendre que les racines d'une clématite ne se développent pas en largeur comme un arbuste, elles vont en profondeur. Le fait de l'incliner, ça pose pas de problème. Ah non, non, pas du tout, au contraire. Donc on contraint un petit peu la sève à produire des rameaux secondaires. Exactement. On fait en sorte que le niveau du collet soit au niveau du pot, c'est ça? Je vais laisser suffisamment de place pour le paillage. Il est bien le terreau là, il est tout frais. Pour éviter qu'on perde cette fraîcheur, c'est pas vraiment de l'humidité, on va mettre un paillage sur le dessus très épais qui va bloquer l'évaporation. L'aiguille de pin, ça va ça? Moi je trouve ça très bien. On peut acheter des écorces, dans ces cas-là, prenez-les fines pour que ça couvre bien le dessus du pot. On tasse ou pas? Oh, pas besoin, faut mettre assez épais que ça tienne et puis c'est tout, voilà. Le paillis doit être sec. L'objectif c'est justement de garder du sec sur le haut pour que la tige soit toujours bien au sec. On peut arroser sa clématite fraîchement plantée, mais vous ne l'arrosez pas du côté de la tige. C'est pour ça que la tige elle est sur le côté du pot. Vous arrosez à l'opposé, ici, et vous ne mouillez pas la tige. Si vous avez besoin, vous n'aurez même qu'à arroser à côté. Oui, parce que là, on arrosera directement les racines. Autrefois, le paillage n'était pas si courant qu'aujourd'hui. Mon père disait toujours, les pieds à l'ombre, la tête au soleil. Il posait systématiquement une tuile devant la base des tiges. Cette tuile avait deux avantages, c'est que ça faisait l'ombre et ça évitait que le soleil ne tape le sol et ne sèche le sol. Exactement la même utilité qu'on a dit pour notre paillage. Quand vous avez une tuile qui est posée, quand il pleut ou quand vous arrosez, ça emmène l'eau plus loin que la base des tiges. À la fin février, début mars, même si votre plante a redémarré, même si vous avez des nouvelles pousses de 20 cm, vous taillez une tige sur deux à 50 cm de hauteur. Chaque tige coupée en donnera deux nouvelles. Vous aurez donc toujours des feuilles de bas en haut, de plus en plus de branches de la base, et donc la sève s'écoulera beaucoup mieux dans toutes les tiges, vous aurez beaucoup plus de fleurs. Si vous ne taillez pas la clématite, une branche va en donner 2, puis 4, puis 8, et c'est-à-dire qu'au bout de 4 ou 5 ans, la tige principale ne pourra plus alimenter suffisamment en sève pour faire fleurir l'ensemble des plantes. Vous pouvez toujours penser à l'arrosage, n'arrosez pas pour vous, arrosez pour la plante. Donc ça veut dire que il vaut mieux ne rien faire que de faire du mal, ça faut bien le comprendre. Donc si vous ne savez pas vraiment si c'est sec, vous grattez un peu le paillage, mettez simplement le doigt à l'intérieur, vous savez si c'est frais ou si c'est sec. L'engrais qu'on a mis va sans aucun problème pour 2 ans. Même fin mai, on peut encore planter les clématites en pleine fleur. La plante est tout à fait bien cultivée pour cela. Exactement, c'est préparé pour. N'hésitez pas, les clématites, c'est formidable. Ça fleurit longtemps, ça fleurit de toutes les couleurs. Et j'espère que vous en avez tous dans votre jardin. La laitue est vraiment un légume que tout le monde adore, c'est tendre, c'est croquant, c'est rafraîchissant. En fait, je devrais dire quand même les laitues parce qu'il existe énormément de variétés de ces salades. Alors je vous propose d'aller tout de suite au potager Colbert à Maulévrier. Nous allons y retrouver notre monsieur légumes et potager Michael Vincent pour sa rubrique Jardin gourmand. Et il va tout vous dire sur les laitues. Bonjour Michael. Bonjour Patrick. Quel plaisir de te retrouver ici au Château Colbert. Nous sommes à Maulévrier. C'est la fin du mois de mai. Les plantes commencent à se développer. Aujourd'hui, on va parler de salade parce que tu en plantes énormément. Régulièrement, la demande du chef est quotidienne. Et vraiment au niveau du potager, il se doit de semer et de planter régulièrement. Michael, évidemment, cultive plusieurs variétés différentes de laitue en fonction des textures, en fonction aussi tout simplement des saveurs, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. On va surtout vous présenter la méthode de culture qu'il utilise, du semis jusqu'à la récolte. Vous allez voir, c'est facile, mais mieux vaut des conseils de pro.
Donc la griffe va me permettre de casser un petit peu toutes les lignes qui sont dans ce sens-là où il y a eu un piétinement. Voilà, donc là je suis descendu sur une profondeur de 5 à 10, 15 cm de façon à ce que le système racinaire puisse vraiment descendre et chercher les éléments nutritifs dans le sol. Et ensuite, avec cette même griffe, je vais venir repasser, mais vraiment en surface, et ôter les éléments les plus grossiers. Sans chercher à éliminer la totalité. Ces gros éléments vont revenir dans mon allée de circulation. Quand je trouve que mon sol est bien préparé, c'est que voilà, je peux aller en profondeur, j'ai encore de la fraîcheur, j'ai des éléments qui sont grossiers en cas de grosse pluie. C'est-à-dire que si mon sol était vraiment trop fin, on risquerait d'avoir vraiment une battance et tous ces éléments trop fins pourraient vraiment se tasser. Alors qu'avec tout ce que j'ai en surface, je vais avoir un sol qui va continuer à respirer. Je vais redonner de la nourriture. Et là, on voit bien que c'est encore un compost qui n'est pas tamisé. Voilà. Je viens refaire un mélange assez superficiel. Je ne vais pas chercher à raffiner avec le râteau plus que ça. Et là, avec le côté du râteau, je vais tracer mon sillon. On va mettre en place cette variété blonde de Paris. Mon sachet dans le sillon de façon à ne pas faire d'erreur. Je vais venir répartir sur mon sillon les graines. J'ai toujours cette notion comme une salière ou une poivrière. C'est-à-dire qu'on va être assez léger pour répartir la graine. On est toujours un petit peu de trop. On a vu qu'avec le vent, il y a quelques graines qui sont tombées à côté. C'est pas gênant, hein. On a tendance à en mettre beaucoup trop. Et si notre semis est trop dense, on a des plants qui vont s'étioler dès le départ et on a du mal à avoir quelque chose de fort par la suite. On peut le faire avec une petite griffe. Ah, j'aime bien venir avec mes doigts. Vous voyez, je vais élargir le sillon parce que mes graines se sont réparties pas vraiment juste dans le fond du sillon, hein, c'est un semis presque à la volée. Comme ça, une fois que je suis revenu avec mes doigts recouvrir d'environ un petit centimètre, je vais rappuyer ma terre comme ça vraiment pour serrer la graine et qu'elle puisse avoir suffisamment d'humidité pour pouvoir germer. Et je vais chercher l'identification Batavia blonde de Paris. Il lui faut une bonne dizaine de jours pour commencer à avoir l'apparition des cotylédons. Donc je vais venir recouvrir d'une fine couche de terreau, simplement pour avoir un marquage bien défini sur cette ligne de semis. On se retrouve avec plein de petits déchets sur une planche de mon type Rougette de Montpellier. Je suis venu garder les plus belles plantes. J'ai récupéré les graines sur ces plantes choisies durant la culture. Il faut vraiment faire attention quand on récolte ses propres graines, c'est-à-dire qu'on a une quantité souvent très importante. Il faut vraiment respecter cette densité et de façon très homogène la répartition des graines. Il y a un ensemble de feuilles desséchées, de têtes fleuries et mes graines vont se retrouver dans le fond. Donc là, le fait que ce soit bien mélangé, ça me fait tout un paquet à semer et à répartir. 3 semaines, 1 mois, on sera à 3-4 feuilles et là le stade idéal de transplantation. Ces semis sont réalisés 1 à 2 fois par mois de façon vraiment à échelonner la plantation et la récolte après pour le restaurant. On commence on va dire en février et puis on va finir les derniers semis sur septembre, octobre pour nos laitues d'hiver. Je viens d'aller arracher un semis effectué le 20 avril et là on a une salade du coup qui est vraiment bien développée. Vous voyez, prête à planter. Donc quand je l'arrache, j'ai tendance à abîmer le système racinaire. Donc je redonne un petit coup de couteau pour faire une coupe vraiment propre. Comme ça. Lorsque j'ai coupé ces extrémités de racines, je reviens couper une extrémité des feuilles. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'habillage pour des arbres. Et pour la salade, c'est pareil. C'est-à-dire que ça me crée un équilibre entre le feuillage et la partie souterraine. Je dispose mes plants bien serrés sur le système racinaire. On va essayer de garder la hauteur du collet puisque le cœur de la salade est vraiment à la base du collet. Le collet, c'est le lien entre la partie souterraine et la partie aérienne, entre la racine et les feuilles. Les espaces où je suis venu piétiner, je vais reprendre la griffe et venir desserrer cette partie-là. Voilà, j'aime bien que la terre soit toujours avec cette aération. Ça permet au sol de continuer à respirer, alors que là on est venu quand même fortement piétiner, ce qui fait une sorte d'asphyxie. S'il pleut, ça va se faire comme une cuvette, alors que là l'eau va pouvoir continuer à s'infiltrer. Donc même si je vais remarcher encore dessus, je remettrai un petit coup de griffe par la suite. Là on a un fort risque d'attaque de limaces.
Avec un épandage de miscanthus, on limite le déplacement des limaces qui n'aiment quand même pas ce côté désagréable par rapport au sol, là, dès qu'on va arroser, qui va être très lisse et qui va attirer les limaces. Le paillage de chanvre fonctionnerait bien aussi. Ça, il y a un rôle également esthétique. On vient raccorder à notre ligne d'échalote. Ferramol, on va plutôt l'utiliser sur ces parties enherbées et près des buis. La concentration de tout ce qui est escargot ou limace est plutôt sur les buis et la partie enherbée. On le voit dès le matin au lever du jour où là, tout ce qui est escargot revient se camoufler dans les buis. Un petit peu de paille dans la circulation générale de la parcelle. Je ne mets pas forcément une hauteur vraiment importante. Là, on vient vraiment recouvrir de façon à ce que ce soit joli. Un petit arrosage léger sur la partie semis et un petit peu plus dense sur la partie plantation pour vraiment resserrer la terre au niveau du système racinaire. Voilà, en plusieurs fois, de façon à ce que l'eau pénètre bien. Là, je vais insister un petit peu plus sur la plantation. C'est-à-dire que ma pomme d'arrosoir va être plus proche du plant. Une belle feuille de chêne, Patrick. Merci beaucoup. On voit quand même qu'ici, au potager Colbert, ça pousse bien. Alors, 2 mots de botanique quand même sur la laitue. La laitue de la famille des astéracées, on appelait ça les composés dans le temps, famille de la marguerite, famille de l'astère, plante annuelle mais qui peut faire des inflorescences quand même intéressantes. D'ailleurs, Michael vous a montré qu'il récoltait lui-même les graines. Plante que l'on peut d'ailleurs cultiver aussi en pot, il faut bien le dire. Oui, il est possible de les cultiver avec un contenant suffisamment grand, ça fonctionne très bien. Et dernier petit truc, ça c'est pas de la botanique, c'est un peu plus coquin. Il faut savoir que la laitue est considérée comme anaphrodisiaque, c'est-à-dire une plante qui vous calme un petit peu les ardeurs amoureuses. Est-ce que c'est vrai? Ça, je n'en sais rien. En tous les cas, vous pouvez essayer et assurément, vous vous régalerez. Merci Patrick. Si vous souhaitez visiter, on vous accueille avec plaisir au potager Colbert pour vous expliquer comment on travaille, vous présenter la diversité qu'on peut avoir au niveau des fleurs, légumes et aromatiques. Et n'oubliez pas, semer, planter, jardiner, récolter et déguster. Je vous propose de retrouver nos 2 amis bonsaïkas girondins, Fabrice et Alexis, et c'est tout de suite dans la rubrique La magie des bonsaïs. Bonjour Fabrice. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Et bienvenue dans la magie du bonsaï. Aujourd'hui, on va travailler sur le magnifique pin de Nicole, ce pin blanc du Japon. C'est un pin du mont Azuma. Très intéressant parce qu'il est assez ancien, on l'avait vu dans une vidéo précédente. La dernière fois Fabrice, on avait fait sur cet arbre un transpotage. On a vu qu'il a bien réagi. Aujourd'hui on est en automne, on commence à voir des aiguilles marron. On va pouvoir faire un nettoyage. Cet arbre naturellement perd les anciennes aiguilles. Le feuillage du pin est un feuillage persistant, seulement il n'est pas éternel. On voit bien qu'au bout de 3 ans, toutes les aiguilles vont tomber naturellement. La caractéristique de ce pin, c'est que ces aiguilles sont à gaine. Il ne faut surtout pas les arracher, il faut les couper proprement au ciseau. Les aiguilles qui sont jaunes, ça on va les retirer à la pince à épiler proprement. Mais si jamais on doit enlever quelques aiguilles vivantes, on le fera au ciseau. Pourquoi on veut garder ces gaines intactes? C'est que ça va permettre de rebourgeonner en arrière. Le problème de ce pin, c'est que le feuillage est encore trop loin du tronc. Et pour ramener en arrière, il va falloir se servir des bourgeons latents en arrière. Donc il ne faut pas les abîmer. On voit bien que l'ensemble des pompons de ce pin se situe sur le bout des branches. Je vais prendre la petite crécelle pour retirer les premières aiguilles jaunes. Si tu secoues l'arbre, tu risques d'enlever aussi des aiguilles qui sont encore vertes. Dans tous les cas, on ne secoue jamais un bonsaï. Ça prend beaucoup de temps de faire ça. Je suis très précis avec la crécelle. C'est la différence avec les doigts. Le vent fait déjà un travail en faisant tomber naturellement les aiguilles. Ici, on a la génération de l'année dernière. Et on peut voir qu'il y a une différence de couleur avec les aiguilles de l'année qui sont légèrement plus bleutées. Et les aiguilles qu'on enlève se situent là où est mon pouce actuellement. Sur d'autres pins, on pratique plutôt un désaiguillage et on va vraiment forcer l'arbre à perdre ses années précédentes. Et là, comme l'a dit Fabrice, sur une branche, vous avez les 3 années, la 2e année, la 1re année, etc. Et on voit qu'au fur et à mesure, le feuillage va s'éloigner du tronc.
et c'est pas ce qu'on veut. Le fait de dégager les aiguilles va permettre de réveiller entre guillemets les bourgeons latents et de faire pénétrer la lumière pour bourgeonner en arrière. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se séparer des extrémités au fur et à mesure. C'est un travail qui a demandé beaucoup d'années. Maintenant qu'on a fini le travail de nettoyage des aiguilles, on va s'attaquer à la mise en place de la ligature. Sur cet arbre, on a besoin de mettre en forme tous les volumes. Les mises en forme, c'est tout simplement de positionner les différents volumes de végétation tout autour du tronc et correctement. Toujours dans l'optique de rendre un arbre vieux, on veut que les branches soient basses pour avoir une impression que c'est des branches qui sont très vieilles, qui sont lourdes. Et là, les branches remontent naturellement vers le haut. Donc on va devoir les rabaisser. Le but d'aujourd'hui, ça va être de ligaturer l'ensemble de l'arbre. Là, Fabrice déroule le fil de ligature sur la première branche. Du fil de cuivre est beaucoup plus dur à appliquer. Ça a une force 2 à 3 fois plus forte que le fil d'aluminium. Ça a été recuit et le fait de le tordre, ça va le solidifier dans sa position. C'est pour ça qu'on l'utilise sur les conifères, parce que c'est des branches qui sont beaucoup plus souples que les feuillus. Fabrice va passer sur un fil un peu plus fin pour travailler sur la première ramification. On n'est pas obligé d'utiliser la pince à jean pour finaliser le dernier centimètre pour bien plaquer le fil sur la branche. Là, Fabrice va jusqu'au bout des branches, c'est-à-dire que le fil doit passer sous le pompon pour relever les chandelles. Une fois que le fil est posé, le fil ne va plus bouger. Il y a le phénomène d'écrouissage qui fait que quand le fil subit une déformation mécanique, il se durcit dans cette position. Donc là, on est sûr que la branche ne va plus bouger. J'utilise du fil très très fin. Ça, c'est du 0,5. L'avantage, c'est que le pompon, je vais bien pouvoir le placer. Il n'y a que la ligature qui permet de positionner le plateau correctement. Je positionne les branches. Ces pompons, maintenant, je peux les mettre au soleil. Ici, je peux arriver à faire vraiment des pliages très spectaculaires. Redresser certaines branches, par exemple. Tous les pompons doivent être positionnés correctement. Donc là, je peux rapprocher cette branche, par exemple. Vu de haut, un plateau a vraiment une forme de main ouverte. Ça, je peux le couper. Et toujours, on essaie de garder une conicité. Là, il a coupé quelque chose qui avait le même diamètre que derrière, et là, on a une branche plus fine. Voilà. Donc, il repart derrière. On n'essaie pas de faire un grand plateau large avec chaque branche, on essaye de faire des plateaux à différents niveaux. Ça participe encore au côté miniature. Plus il y a de plateaux, plus ça fait miniature. Bon, cette branche-là, elle est un peu loin. Là, toi, tu pourrais la ramener juste au-dessus. Je pourrais la ramener au-dessus. Comme ça, la lumière pénètre vraiment sur chaque étage. Ouais, la priorité, c'est de positionner d'abord ce plateau, c'est-à-dire le dessous. Puis après, je positionne la branche intermédiaire, le dessus ici. Et maintenant, je viens poser la dernière branche qui va faire la tête. On n'est pas trop mal là. Hein. Là, on essaie de supprimer les aiguilles qu'on ne va pas garder, c'est-à-dire qu'on va garder uniquement celles qui sont bien dirigées entre 0 et 45 degrés. C'est celles qui vont être actives vers le soleil. Celles qui se dirigent vers le bas, on va les supprimer. Donc on les taille au ciseau. Il va rester un tout petit bout qui va sécher et devenir marron et tomber. Là, il reste un travail quand même énorme de pose de ligature au cuivre. Ça va prendre une bonne journée de travail à deux avec Alexis. C'est un atelier que je présenterai sur ma chaîne, sur Nejikan Bonsai. Soyez zen et découvrez tout l'univers des arbres en cultivant des bonsaïs. Au revoir à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro de la magie du bonsaï. En tant que jardinier, nous sommes tous des clients des jardineries. C'est le nom prédestiné de ce que l'on appelait les garden centers. Mais qu'est-ce que le métier de jardinerie ? On critique souvent, les plantes ne sont pas ceci, elles sont trop cela, il n'y a pas les assortiments que l'on veut. Alors je vous propose de rencontrer tout de suite Daniel Rémillon. Il a 40 ans d'expérience dans le domaine de la jardinerie et nous sommes dans son établissement ici à Olonne-sur-Mer. Et vous allez voir, être propriétaire d'une jardinerie, ce n'est pas aussi simple et c'est surtout extrêmement passionnant. Bonjour Daniel. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir ici au Sable d'Olonne dans ta jardinerie. Alors quelle est l'histoire de tout cela? Quelle est ton aventure? Ça a commencé quand? Dans les années 90, un petit peu avant, à une époque où le marché des jardins était en pleine évolution, j'avais 25 ans et très fièrement j'ai annoncé que enfin une nouvelle jardinerie, une vraie jardinerie au Sable d'Olonne.
Mais tu avais quelle formation? L'idée, elle n'est pas venue quand même comme ça? Non, une formation de paysagiste, issue de parents maraîchers, donc baigné tout petit dans ce milieu-là, et une envie de faire du commerce innée. C'est quand même un investissement important, donc il faut non seulement casser sa tirelire, mais avoir aussi des gens qui te suivent. Comment ça s'est passé? Ah oui, on a eu l'énorme chance qu'à l'époque, avec très peu de moyens, on faisait et on refaisait le monde. Donc ceci explique cela. On a démarré tout petit et 40 ans après, on en est à ce qu'on est aujourd'hui. Mais on était sur ce balbutiement d'évolution du marché du jardin et de la jardinerie, et on en a usé et abusé gentiment sans se faire plus de mal que ça. Et en fait, le lieu est toujours resté le même. Oui, à l'époque, tout le monde se rapprochait de grosses locomotives. Pour avoir travaillé autour de ces grosses locomotives, il fallait que ce soit moi qui le devienne. Un défi. La jardinerie est sous l'enseigne Villa Verde. Vous avez pris rapidement une enseigne? Très rapidement, on a ouvert 88 avec l'enseigne Espace Enchanté Villemorin, et on a appris très vite à composer avec une centrale et une enseigne, et on a oublié nos côtés individualistes sur le marché. Une centrale d'achat, c'est un lieu qui regroupe en fait plusieurs magasins autour d'acheteurs qui permettent aux consommateurs d'avoir les prix les plus bas possibles. Entre autres, oui, bien sûr. Là, on a la dernière génération, elle est très très récente, cette jardinerie, et elle est à toutes les normes les plus modernes du moment. Bien sûr qu'on est au top de ce qui se fait aujourd'hui sur le secteur jardinerie. Alors quelles sont les contraintes justement particulières quand on doit agrandir ou recréer une jardinerie? Quelles sont les obligations que l'on t'a imposées? D'abord, il faut convaincre les élus que notre projet, aussi ambitieux soit-il, corresponde aux mêmes ambitions locales. Ensuite, toutes les évolutions des normes font que, au niveau sécurité en particulier, établissement recevant du public, c'est devenu assez colossal. La contrainte maximale qu'il a fallu que j'apprenne à supporter, c'est la patience. Puisque partant d'un projet que j'imaginais sortir en 2 ans, je pense qu'il en a fallu 8 en définitive, mais c'est une très belle école de la patience, de la persévérance, voire de la pugnacité. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle le marché aux fleurs. C'est un endroit où, au fil des saisons, se succèdent les plantes. Notre fer de lance depuis toujours, et plus que jamais, c'est le végétal. Notre préoccupation première, ça a été le côté convivial, le côté relationnel avec nos petits jardiniers, nos grands jardiniers, nos passionnés. Tout ce qui nous amenait en finale autour du verre de l'amitié et de la brillante vendéenne. Et c'est dans ces moments-là qu'on a beaucoup appris avec nos clients. Toi qui es un bon jardinier aujourd'hui, tu as énormément progressé au contact même de tes clients, bien sûr, à la fois par leur expérience à eux et puis parfois les questions qu'ils te posaient, qu'ils te demandaient des recherches. Je pense que j'ai autant appris avec nos clients depuis toujours, à 50%, le reste étant les visites de nos producteurs et français et étrangers. Daniel, certains critiquent les jardineries, disent que l'assortiment vient d'un peu n'importe où et que vous ne respectez pas notamment les petits producteurs locaux. Comment travailles-tu, toi, à ton niveau? On travaille tout simplement en allant chercher l'assortiment le plus logique par rapport à la saison. Et bien sûr, on privilégie, autant que faire se peut, le producteur local. L'idée, c'est de suggérer ce qu'il peut faire dans son jardin. Par exemple, on a ici des bruyères avec des chrysanthèmes, des petits choux d'ornement et des cyclamènes mini. C'est déjà un massif tout fait. Bien sûr. Et du coup, on a la couleur et la forme. On a des formes érigées, des formes arrondies, des formes plates. On a mâché le travail à notre consommateur. On n'a qu'une envie, si on ne l'avait pas en rentrant, c'est de repartir avec un jardin qui va ressembler à ça. Nous avons la chance d'avoir des vendeurs qui sont des passionnés du jardin et ça transpire. Il y a longtemps que je connais cette jardinerie et il y a une grande partie du personnel qui est là depuis des années. On a des collaborateurs qui sont là depuis 25 et 30 ans. Daniel, nous nous trouvons devant un rayon, peut-être celui qui a subi le plus de bouleversements ces dernières années. C'est ce que l'on appelait jadis le rayon des produits phytosanitaires et aujourd'hui c'est parti sur le jardinage éco-responsable. Complètement. Si on reprend 1988 ou 1990, on était des pharmaciens du jardin. On avait un rayon pharmacie du jardin, si on pouvait l'appeler comme ça, qui était énorme, qui était divisé par au moins 3. Il fut un temps où on traitait systématiquement, on éradiquait tout ce qui pouvait survivre ou gêner nos envies de jardin et de fleurs. Aujourd'hui, on accepte beaucoup de choses et on s'aperçoit que ça marche. Est-ce que tu as l'impression, en disant ces mots-là, que le jardinage d'aujourd'hui a évolué? Ah oui, aujourd'hui, on est surtout
devenus des gens responsables de la nature. Daniel, merci de nous avoir accueillis et fait faire le tour rapide de cette jardinerie et surtout de nous avoir montré les facettes de ton métier. On est ici dans un rayon qui s'appelait la serre chaude, qu'on appelle aujourd'hui un peu plante de la maison, qui reste très classique quand même. Oui, la différence, c'est que en son temps, on entrait dans nos jardineries par la serre chaude. Et comme vous pouvez le constater, maintenant, on en sort. On s'est aperçu que quand on se promène 2 heures dans une jardinerie en espace froid et qu'on a un poinsettia ou une orchidée, c'est mieux de la garder la dernière phase. Pour qu'elle n'ait pas trop froid, pas la balader dans la pépinière. On a tellement eu de nouveaux produits dans nos jardineries, entre le plein air, la décoration, il a fallu faire bouger les surfaces et du coup, la serre chaude a bougé d'elle-même. Et l'assortiment a évolué également parce que c'est l'orchidée qui reste la reine. Oui. Et puis on voit aussi, par exemple, ici on a plein d'ampturium, on a des choses quand même colorées. Oui, d'une part, et d'autre part, nos marchés aux fleurs, comme nous les appelons, ces grandes verrières, avec un climat qui est tout à fait convenable, ont pu recevoir ce qui était à l'origine en serre chaude. Oui, et les cyclamènes, et les azalées, les cinéraires, les calanchoés, et j'en passe et des meilleurs. Il y a 40 ans, nous étions sur une surface extérieure et une jardinerie classique. Aujourd'hui, on parle d'un centre-jardin et on va pouvoir faire une sortie familiale autour du végétal et du jardin. On est passé, comme vous avez pu le voir, du centre de jardinage maintenant au centre de loisirs et nous aurons le plaisir de vous présenter très prochainement une nouvelle vidéo sur cet espace extrêmement original et qui s'occupe de la motoculture, du bricolage et de l'alimentation animale. Merci à tous de nous avoir suivis. Oui, l'émission se termine maintenant. Je suis à côté des Cornus officinalis qui signalent un peu la fin de l'hiver. Alors je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas que Découverte Jardin sur News Jardin TV. Nous avons toutes les semaines une grande émission podcast à la fois vidéo et audio qui s'appelle Bienvenue au Jardin. N'hésitez surtout pas à la suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à partager avec nous parce que chaque samedi de 8h à 9h on peut chatter ensemble. C'est vraiment très intéressant, nous sommes comme en direct. Je vous incite donc à nous suivre régulièrement. Aujourd'hui, grâce à vous, News Jardin TV est devenu le numéro 1 des médias du jardin. Alors merci à tous et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières. C'est sur News Jardin TV, bien sûr.